J'ai passé 11 ans dans la Marine nationale, donc 5 dans les forces spéciales. Et c'est durant cette période-là que j'ai découvert l'Afghanistan. Et je suis vraiment tombé littéralement amoureux de ce pays-là. Je suis en doctorat à l'Institut national des langues et civilisations orientales. Je suis rattaché au centre de recherche monde iranien et le sujet de ma thèse porte sur les enjeux socio-économiques de la culture et de l'exploitation du safran dans l'Afghanistan contemporain. Et j'étudie également l'islamologie, toujours à l'INALCO, et la finance islamique. Je fais un executive MBA en finance islamique à l'Institut Financier Business School dans Paris. Et en fait, ma thèse a été réorientée. Il y a une grosse partie sur la finance islamique. Du coup, je m'intéresse énormément, en plus de l'islamologie, à tous les fondements théologiques et juridiques de la finance islamique. Et ces derniers sont vraiment en lien avec l'islamologie. Donc j'ai cherché des ouvrages accessibles en français ou alors en anglais et de qualité avec des bonnes traductions, ce qui est parfois assez rare. Et je suis tombé sur des ouvrages qui avaient été soit publiés par cette librairie, soit qui étaient disponibles qu'ici en fait. C'est un des étudiants qui était avec moi en finance islamique qui m'a fait découvrir physiquement la librairie, donc c'est pour ça que je suis venu. Et à partir de là, il y a énormément d'ouvrages, là j'en suis entouré, de qualité qui me permettent de vraiment approfondir mes connaissances en islamologie et en finance islamique. Comment est-ce que toi, donc, qui es né en France, tu t'intéresses à l'Afghanistan? Alors, avant ma reprise d'études, en 2017, j'ai passé 11 ans dans la Marine nationale, donc 5 dans les forces spéciales et donc les commandos marines. Et c'est durant cette période-là que j'ai découvert l'Afghanistan. J'ai fait un mandat de 6 mois dans la région Kapisa, Kaboul. Et c'est vraiment là que j'ai découvert le pays. Et je suis vraiment tombé littéralement amoureux de ce pays-là. Et pourtant j'ai fait plus de 35 voyages, que ce soit seul ou alors en famille. Et c'est vraiment le pays où les gens sont le plus accueillants. Alors, les gens, au moins ici, ont toujours du mal à le croire, ou tous ceux qui n'ont pas vécu un peu dans ce pays-là. Mais voilà, pour la beauté des paysages, la gentillesse des gens, l'hospitalité, quelque chose qui ne se retrouve vraiment nulle part ailleurs, même pas dans les pays du Maghreb, ou du moins pas autant développés. Et ensuite, la culture, qui, quand on cherche, on la trouve. Donc il n'y a pas que la guerre en Afghanistan. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai voulu mettre dans ce livre-là. Ensuite, le safran, pourquoi? C'est une épice que j'aime beaucoup. J'en cultive sur mon balcon en région parisienne avec de très bons résultats. J'aime beaucoup en consommer aussi. J'aime bien faire de la cuisine, donc je le mélange un peu à tout, notamment par exemple mélanger les styles, des petits fondants au chocolat et au safran afghan ou iranien. Donc, voilà, c'est vraiment quelque chose que j'aime, la découverte. Et si j'ai écrit ce livre-là, c'est un peu aussi pour déjà pour rendre hommage au pays. Et comme tu le disais, justement, les médias ont une certaine idée du pays et qui n'est pas forcément celle qui est que l'on peut voir sur le terrain. Et c'est pour ça que j'ai écrit ce livre-là. Moi, c'est vraiment dans une démarche de chercheur, donc quelque chose de pluridisciplinaire, factuel et référencé, de manière à ce que n'importe qui, en fait, qui s'intéresse à ce pays-là puisse avoir des éléments de réponse ou au moins des points de départ pour approfondir le sujet, que ce soit sur la société, sur la politique, la géopolitique, l'économie, l'histoire et la culture. On parle beaucoup de guerre, ça là, on ne peut pas nier qu'il y a eu 4 décennies de guerre au moins à la période contemporaine. Les droits de l'homme, il y a toujours des rapports qui mentionnent que les droits de l'homme ne sont pas forcément respectés, il y a toujours la ségrégation des genres ou la ségrégation socio-spatiale. Donc ça, ce sont des aspects de l'Afghanistan qu'il ne faut pas nier, qui existent vraiment, mais à côté de ça, il y a aussi énormément de choses qui valent la peine d'être étudiées et surtout d'être connues. Je pense notamment à le safran en Afghanistan, qui est une alternative licite, on va dire, à la culture du pavot et à d'autres cultures, parce qu'elle permet d'économiser les ressources, notamment en eau, et elle permet d'avoir des revenus importants pour les agriculteurs, mais aussi la littérature en pachto, par exemple, les sites archéologiques. Il y a énormément de choses que l'on peut étudier et aimer sur l'Afghanistan, autre que la guerre ou que les droits de l'homme ou d'autres questions qui sont beaucoup plus polémiques. Donc justement, toi, tu as réussi à évacuer, on va dire, tout ce côté polémique de la question afghane. Est-ce que tu peux nous dire comment tu as construit ton livre, les sujets que tu abordes dedans, pour donner une idée donc, générale aux lecteurs qui seraient intéressés d'avoir une lecture différente sur le sujet?
Alors comme je le disais, c'est un livre qui est pluridisciplinaire. Ça, c'était une démarche volontaire, vraiment pour ne pas me cantonner à un seul sujet. Et pour moi, d'ailleurs c'est le sous-titre du livre, les réalités d'un pays complexe. C'est-à-dire que quand on étudie vraiment l'Afghanistan dans son ensemble, on se rend compte que tous les sujets sont imbriqués. Donc l'islam, évidemment, occupe une part importante de l'histoire de l'Afghanistan, mais aussi de la compréhension de l'Afghanistan, tant ancien que moderne. Donc pour moi, on ne peut pas ne pas étudier l'islam pour comprendre le pays. Et ensuite, il y a d'autres choses qui sont importantes pour comprendre ce qu'il se passe maintenant, ou pourquoi on en est arrivé là. Donc ça a été toute ma démarche pendant l'écriture et mes recherches pour faire ce livre. Et j'en ai sorti des chapitres thématiques ou des parties thématiques avec l'histoire, la société et l'identité purement afghane. Ensuite, la politique, la religion, la géopolitique avec notamment les groupes armés. Et également l'économie et la culture. Et toutes ces parties-là abordent vraiment ou couvrent l'ensemble de l'Afghanistan. Après, évidemment, il a fallu faire des choix, ce n'est pas une liste exhaustive, mais ça permet vraiment à un lecteur qui veut en connaître plus sur l'Afghanistan ou même sur un seul sujet de se reporter directement à un sujet. Le livre en fait a été construit structuré de manière à pouvoir être lu du début à la fin, comme un livre classique, mais également par partie ou alors par sous-partie. Quelqu'un qui veut en savoir juste pour revenir quelque chose de typiquement afghan, sur la littérature en pachto ou les contes en pachto, ira directement à cette partie-là. Si la religion ne l'intéresse pas, ben voilà, on peut passer à autre chose. Mais encore une fois, dans tout le livre, il y a des renvois entre toutes les parties pour montrer l'imbrication de tous les sujets dans la société afghane. Donc au vu du sujet qui finalement n'est pas sensible du tout, mais à cause de l'actualité est très sensible, est-ce que tu as trouvé facilement un éditeur et comment est-ce que tu as trouvé un tel éditeur? Donc les Belles Lettres, c'est quand même une belle édition. Comment est-ce que tu as fait pour être édité chez eux? Alors j'ai eu pas mal de déboires, on va dire, avec les éditeurs, justement parce que il y a la catégorie de gens pour qui le mot Afghanistan déjà c'est trop, donc ça n'intéresse pas. Ce n'est pas un sujet d'actualité ou un sujet brûlant. Ensuite, le fait que l'ouvrage soit pluridisciplinaire, ça n'a pas plu non plus. J'ai essuyé pas mal de refus parce que un ouvrage doit être vraiment soit politique, soit géopolitique, mais aborder autant de sujets d'un coup, c'est vraiment pas dans une ligne d'éditeur parce que justement le public est beaucoup trop vaste et c'est pas assez ciblé. Ensuite, le fait qu'il y ait trop de sources aussi dans différentes langues, ça faisait trop pour certains éditeurs. Et ensuite, j'ai eu pas mal de réponses pour l'anecdote mentionnant qu'il fallait que je mette beaucoup plus de drama et de dramatique dans mon manuscrit parce que j'abordais par exemple la question des femmes de manière trop factuelle et pas assez impliquée, personnelle, avec de l'empathie. Et c'est quelque chose justement que je voulais éviter déjà pour faire quelque chose de différent des autres et puis pour montrer que la situation actuelle ou celle que l'on a de France ou d'Europe n'est pas forcément celle qui se passe sur le terrain. Donc c'est pour ça que tout est référencé. Après, ça plaît pas, mais il y a beaucoup de références coraniques, que ce soit ou à l'islam en général, donc que ce soit le Coran ou alors certains hadiths. Mais c'est vraiment ça, du factuel, et puis après le lecteur se fera sa propre opinion. Et d'autres réponses que j'ai eues aussi, c'est je parlais pas assez de drogue, je parlais pas assez de malheur et de misère. Et c'est des réponses qui m'ont vraiment motivé pour rester dans ma ligne de pluridisciplinaire, factuel et vraiment quelque chose d'académique, pour ne pas tomber dans l'apitoiement et proposer quelque chose aux gens qui leur servira vraiment de base. Et c'est ce qui a plu justement aux Belles Lettres. Je leur avais donné un exemplaire de mon manuscrit parce que je connaissais une personne notamment Pierre Lafrance, donc l'ancien ambassadeur de France qui a rédigé ma postface, qui lui a écrit un livre sur l'Afghanistan. Donc je l'ai aidé dans la relecture, lui il m'a aidé pour la relecture du livre. Et son voisin était aux Belles Lettres, et toujours d'ailleurs aux Belles Lettres. Donc j'ai proposé mon manuscrit, parce que le mien et l'ouvrage de Pierre Lafrance, en fait, les deux se complètent. Lui, il est vraiment dans une période, une approche historique, alors que moi, c'est vraiment quelque chose de plus succinct, mais qui balaye l'ensemble de l'Afghanistan. Et ça a plu à l'éditeur tout de suite. Et en fait, toutes les critiques que j'ai eues avant
c'est quasiment tous les bons points, on va dire, que j'ai eu avec les belles lettres. Et aussi, je contextualise beaucoup. C'est expliquer comment on en est arrivé maintenant, à la situation actuelle, mais en remontant vraiment dans le passé et à partir du point de départ, voilà, montrer l'évolution cyclique et comment on en est arrivé là. Par exemple, les talibans, si on parle juste des talibans maintenant et qu'on n'explique pas le contexte dans les années 70 et ensuite 80-90, on a du mal, enfin il y a toute une partie de la genèse du mouvement qui peut nous échapper. Et c'est vraiment les raccourcis que je n'ai pas voulu faire dans ce livre-là. En fait, ce qu'on comprend, c'est que généralement les éditeurs veulent faire du chiffre, donc ils ont besoin de sensationnel. Et toi, dans un esprit de chercheur et d'universitaire, tu as voulu rester sur quelque chose de factuel, de concret. J'imagine que pour ce faire, tu t'es basé sur ton expérience de terrain, mais également donc un travail de recherche. Il me semble que tu parles plusieurs langues. Alors j'ai suivi un cursus toujours à l'INALCO, en persan et en pachto, les deux langues officielles de l'Afghanistan. Après il en existe d'autres, mais grâce à ces deux-là on peut quand même avoir accès à différentes sources, et à beaucoup de sources même, qui ne sont pas forcément connues ou au moins traduites ou étudiées dans des pays hors d'Afghanistan ou d'Asie centrale. C'est ce qui va faire, je pense, beaucoup la différence, parce que souvent ceux qui écrivent sur l'Afghanistan écrivent sur des sujets d'actualité bien précis et surtout n'ont pas accès à ces langues donc, officielles qui permettent donc de découvrir une autre littérature. Non seulement une autre littérature, mais aussi d'autres sources, par exemple les sources officielles du gouvernement. Donc que ce soit avant la République islamique d'Afghanistan ou alors actuellement l'Émirat islamique d'Afghanistan. Après, même s'il y a toujours des petites incompréhensions ou des petites fautes dans les communiqués officiels, notamment quand on parle de chiffres, où là on se rend compte que les additions ou les pourcentages ne sont pas forcément bons. Après, ça peut s'expliquer par différentes raisons. Le ministre ou le porte-parole du ministère qui lit mal ou trop vite, ou le calcul a été mal fait, mais en soi, ça ne change pas grand-chose, parce que ce sont des documents ou des communiqués officiels. Donc ça, je me base essentiellement dessus, et également sur tous les ouvrages de référence, notamment en langue anglaise, qui ont été rédigés sur ce pays. Est-ce que le livre s'adresse à tout public ? Alors j'ai construit le livre justement dans cette optique-là, que quelqu'un qui s'y connaît ou quelqu'un qui n'y connaît strictement rien puisse pouvoir le lire et découvrir quelque chose. Mon but n'a pas été de mélanger vraiment toutes les sources, de les rassembler et puis de sortir exactement la même chose, mais des résumés de tout ce qui existe, mais vraiment de chercher chaque point de détail qui n'est pas forcément dans la littérature en français, en anglais ou alors même en persan. Et comme je le disais, la structure du livre permet vraiment à quelqu'un qui s'intéresse à un sujet spécifique d'y aller directement, ou alors à quelqu'un qui n'y connaît rien, de pouvoir vraiment se plonger dans l'histoire même de l'Afghanistan. Mais le but n'est pas voilà, c'est vraiment pour un public vraiment très large, et j'ai simplifié l'écriture, mais aussi la transcription des noms, parce qu'il y a quand même beaucoup de noms étrangers, que ce soit les noms de lieux ou alors les noms de personnes. Et comme mes sources sont en persan, pachto, anglais, français, arabe des fois, donc il a fallu faire quelque chose de très accessible, enfin, du moins le plus accessible possible, et normalement tout le monde devrait pouvoir le lire. Et en fait, ce livre-là, c'est le livre que j'aurais aimé avoir quand j'ai commencé mes études et mes recherches sur l'Afghanistan. Je ne dis pas qu'il y a tout, mais au moins, voilà, quand on parle par exemple de Pashtunwali, le droit coutumier des Pashtuns, voilà, on a vraiment une idée précise de ce que c'est, et des références pour pouvoir après approfondir la question. Ce qui m'a justement impressionné, c'est de découvrir en fait toute cette partie culturelle ou historique dont on n'entend quasiment jamais parler, et de se rendre compte de la richesse de ce pays. Et en fait, c'est la lecture de ce livre, je pense, c'est une incitation même à aller vers l'autre, à découvrir le monde et ne pas s'arrêter finalement à son milieu, parce qu'on a tendance, quand on est en France, à voir les choses avec notre œil de français. Mais finalement, quand on va explorer le monde, on découvre d'autres peuples, d'autres réalités, d'autres cultures, et ça nous enrichit tous. Donc vraiment, je te remercie beaucoup d'avoir écrit ce livre, de m'avoir, à moi en tant que lecteur, permis de découvrir autre chose sur l'Afghanistan, et donner envie de découvrir encore d'autres pays. Et j'espère donc que ça plaira aux lecteurs, que beaucoup de personnes pourront déconstruire un petit peu les préjugés qu'ils ont sur ce pays. Et peut-être est-ce que tu as un dernier mot pour la fin, des informations qui te semblent importantes? Non, je tiens à dire que même si je suis allé sur le terrain pendant 6 mois et que j'ai vécu pas mal de choses plus ou moins dures, notamment j'ai été blessé en Afghanistan, j'ai vu des gens être blessés ou mourir, peu importe, que ce soit des Afghans,
des forces de sécurité afghanes ou françaises. Mais le livre reste quand même très, très factuel et il n'y a pas vraiment d'opinion personnelle, sauf évidemment quand j'étudie un tout petit peu l'évolution du groupe armé, où là je suis quand même bien placé comparé à d'autres chercheurs qui ne voient qu'à travers les livres. Voilà, donc je suis capable de dire que les talibans ou d'autres groupes ont vraiment été bien armés, bien formés, ce genre de choses. Mais sinon, ça reste vraiment quelque chose de factuel, justement parce que je ne veux pas faire une généralisation de ce que moi j'ai vu. C'était seulement dans une partie de l'Afghanistan, et c'est ce que je montre justement dans le livre. Il y a une pluralité de populations et de coutumes sur tout le territoire, qui sont justement influencés par les pays qui sont autour, les pays voisins, et par l'histoire de l'Afghanistan. Et également, voilà, on en parlait de la compréhension de l'islam en Afghanistan, notamment le mazhab hanafite, n'est pas limité à l'Afghanistan. Donc ça permet, quand je parle des grands principes, ça permet d'avoir une compréhension beaucoup plus globale. C'est ça que j'ai trouvé très intéressant de voir justement que tu pouvais aborder la question donc, de l'école hanafite en détail. Et d'ailleurs même en France, c'est une école qui est peu connue. Et donc le fait d'avoir une introduction comme ça, vraiment très technique et vraiment bien sourcée, c'était très intéressant. Donc félicitations pour ce travail. Merci. Et j'espère donc il y aura d'autres travaux qui viendront par la suite, qui nous permettront d'explorer d'autres sujets. Alors je ne sais pas si tu as prévu de travailler toujours sur l'Afghanistan. Toujours l'Afghanistan, oui, mais je lis tous mes sujets autour de l'Afghanistan. Et là, la finance islamique, mon mémoire de MBA sera aussi sur l'Afghanistan, mais avec quelque chose de beaucoup plus poussé en islamologie. Très bien, j'espère qu'on pourra te recevoir d'ici là avec ce nouveau livre. Merci beaucoup Alain, et à très bientôt.